Ex-Yougoslavie, 1941. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'horreur. Et pourtant, voici sans doute l'une des pages les plus terribles de la Seconde Guerre mondiale. L'une des plus secrètes aussi. Celle des Ustashi, des révolutionnaires nationalistes croates. C'est l'histoire d'un terrible cauchemar, celui de l'une des plus atroces entreprises d'épuration ethnique. Serbes, juifs, tziganes et opposants au régime sont les victimes d'un génocide dans lequel disparaîtront entre 500 et 800 000 personnes. Près d'un dixième de la population de la région. Que s'est-il passé? Pourquoi un massacre? Pour essayer de comprendre, il faut d'abord remonter quelques années en arrière, aux racines de la haine et de cette tragédie. France, 1919. L'homme qui descend de ce fiacre est un nouveau roi. Il s'appelle Alexandre et c'est lui qui prend la tête d'un nouveau royaume, le royaume de Yougoslavie. C'est ici, à la conférence de la paix de Versailles, que ce royaume des Serbes, Croates et Slovènes est créé sur les ruines des empires austro-hongrois, allemands et ottomans. Les grandes puissances souhaitent ainsi créer un cordon sanitaire face aux revendications des vaincus ou à l'agitation bolchevique naissante dans les Balkans. Le nouveau pays est une fédération qui rassemble autour du royaume de Serbie et de sa capitale Belgrade, la Slovénie, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, ainsi que le Monténégro et la Macédoine. L'État yougoslave de l'entre-deux-guerres était très multiethnique et confessionnel. Vous aviez une importante population serbe orthodoxe et catholique croate, une population catholique slovène et une importante population musulmane bosniaque. C'était donc très mélangé. Il y avait beaucoup de tensions au sein de la population, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de coopération. La religion était la cause principale des divisions, surtout entre les Serbes et les Croates. L'Église orthodoxe était très influente, alors que l'Église catholique était plutôt nationaliste. Elle avait deux courants, un courant carrément pro-yougoslave, avec certains de ses partisans de la première heure, mais aussi un courant qui était carrément séparatiste, plutôt nationaliste. Toutes les églises recevaient le même soutien, mais l'Église orthodoxe serbe bénéficiait d'un soutien financier plus important que celui de l'Église catholique, par exemple. Ces différents peuples, qui ont toujours vécu en paix les uns avec les autres, n'ont jamais cohabité dans le même État. Avec 3 religions, 2 alphabets, 4 langues, et davantage encore de nationalités, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes paraît aussi fragile que les empires dont il est en partie issu. Mais l'apparence de ces images de bonheur et de tradition n'est pas trompeuse. Les nationalités sont enthousiastes à l'idée de ce nouveau pays. Reste qu'il y a toujours des opposants, par exemple, en Croatie. D'abord, la Serbie était du côté des vainqueurs, tandis que les Croates et les Slovènes étaient du côté de l'ex-empire austro-hongrois. Donc, les conditions de départ étaient totalement différentes. Les Croates étaient très divisés. Il y avait ceux qui souhaitaient faire partie d'une plus grande union et les autres qui souhaitaient essentiellement un État indépendant, probablement un État indépendant croate élargi.
Vous aviez d'un côté le Parti paysan croate, qui menait à bien sa politique par la voie démocratique et était prête à transiger avec le gouvernement de Belgrade, mais vous aviez une faction de la droite radicale, le Parti croate du droit, dont Ante Pavelić était le secrétaire, puis le député au Parlement de Belgrade. Ce parti se radicalise de plus en plus, et à la fin des années 1920, il voulait instaurer une Croatie indépendante par la voie de la violence. Cet homme, Ante Pavelić, est un jeune avocat croate, nationaliste et sensible aux idéologies fascistes qui fleurissent partout en Europe à cette époque. Il se retrouve rapidement à la tête du parti. Le Parti croate du droit était un très petit parti, et il n'avait pas autant d'influence sur la politique yougoslave, surtout si vous le comparez au Parti paysan croate, qui était le grand parti dominant dans les années 20. Dans cette monarchie parlementaire, le débat politique est intense. Certaines figures, comme celle de Stepan Radić, tiennent le haut du pavé. Cet homme cherche à défendre les intérêts croates, comme il le faisait déjà sous la monarchie austro-hongroise. Mais aujourd'hui, les Croates se sentent fragiles, car en dépit de la création d'un royaume multinational, ils ont été du côté des perdants lors de la Première Guerre mondiale. Stepan Radić et le Parti paysan défendaient le fédéralisme, le confédéralisme et l'autonomie. C'était le genre d'État yougoslave qu'ils voulaient. Ils étaient en conflit avec les dirigeants de Belgrade, qui défendaient un État centralisé. Et ils pensaient que c'était là le seul moyen de conserver l'unité de l'État afin de créer une identité yougoslave. Mais le 14 juin 1928, le chef du parti croate, Stepan Radić, est assassiné en plein Parlement par un député monténégrin. En tuant leur héros, c'est comme si on avait tiré sur tous les Croates. Sa mort provoque une crise sans précédent. Ante Pavelić, qui sent son moment enfin arriver, réagit aussitôt dans la presse croate. Ceci est une attaque contre le peuple croate. Ou bien, ce sont les 10 années noires du royaume. Pavelić prône désormais une action violente pour s'opposer au régime de Belgrade et crée une organisation clandestine, Hrvatski Domobran, et le journal de propagande du même nom. C'est à cette époque que se dessinent les contours du futur mouvement Ustashi. L'homme souhaite unir toutes les forces de la jeunesse. Les membres de l'organisation, vêtus d'un chemisier bleu et d'une écharpe en damier, mèneront des attaques contre des personnalités et des sympathisants du régime yougoslave. Pavelić avait le soutien des étudiants nationalistes, des jeunes lycéens radicaux. Ils n'avaient jamais vraiment voulu faire partie de la Yougoslavie, car ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient qu'en un État croate indépendant, le plus grand possible. Pavelić cherche des appuis à l'étranger pour créer une grande Croatie. Il veut s'appuyer sur les pays qui se sont sentis lésés par la création de la Yougoslavie. Il établit des premiers contacts avec des dirigeants fascistes en Autriche. Il rencontre le représentant du ministère italien des Affaires étrangères et lui propose que les Croates se plient aux intérêts politiques et militaires italiens, notamment en redessinant les frontières à leur profit. Ils ont signé un mémorandum disant « Si vous voulez coopérer avec nous, nous sommes prêts à céder la Dalmatie ». Ce qui était un peu paradoxal. Le parti qui plaidait pour la Grande Croatie collaborait avec un pays rival, et principalement l'Italie, qui avait des revendications territoriales en Croatie. L'Italie et Pavelić étaient dépendants l'un de l'autre. Confronté aux idées séparatistes, à la violence de l'agitation nationaliste croate et au risque d'une guerre civile, le roi Alexandre met en place en janvier 1929 une dictature monarchique. Il abolit la Constitution, dissout le Parlement, interdit les partis politiques et emprisonne les agitateurs. Se sentant menacé, Pavelić quitte la Yougoslavie. Il se rend en Bulgarie,
où il signe avec les dirigeants de l'Organisation révolutionnaire intérieure macédonienne une déclaration dite de Sofia. Leur objectif commun sera la destruction de la Yougoslavie, en vue de la création d'une Croatie et d'une Macédoine indépendante. Pavelić est condamné à mort par contumace par la Cour suprême yougoslave, et il trouve refuge dans l'Italie fasciste. Et bien sûr, quand il s'est exilé, il est parti avec un petit groupe de gens. Mais au fil du temps, beaucoup de personnes ont rejoint le mouvement, particulièrement des jeunes, des travailleurs, des marins, quelques étudiants et lycéens. La plupart d'entre eux étaient très idéalistes. C'est au printemps 1930 que l'organisation révolutionnaire croate Ustashi voit le jour officiellement. Ustashi signifie « les insurgés ». Le symbole de l'organisation est un U avec une bombe allumée en son centre. Et Pavelić n'apparaîtra désormais sur les photos qu'en habit militaire. Si vous regardez le mouvement Ustashi dans les années 30, avec ses camps et les gens qui allaient s'y entraîner, c'était très semblable au camp d'entraînement de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Les jeunes venaient à la recherche de sens, d'un monde différent. Ils pensaient qu'ils donneraient du sens à leur vie en les rejoignant. Beaucoup perdaient leurs illusions quand ils y arrivaient. Ils étaient traités avec une dureté incroyable par les dirigeants Ustashi. C'était donc le gouvernement italien, soutien des activistes Ustashi, qui a installé des camps d'entraînement en Italie pour préparer les attaques terroristes en Yougoslavie. Le 9 octobre 1934, le roi Alexandre Ier de Yougoslavie débarque à Marseille pour une visite officielle en France. Les deux pays veulent resserrer leur alliance pour faire face à la montée des partis extrémistes et xénophobes en Allemagne, en Italie, en Hongrie, et contrecarrer leurs ambitions annexionnistes. Le roi est accueilli par Louis Barthou, ministre français des Affaires étrangères, et il est attendu à Paris par le président de la République. Mais la fête destinée à sceller l'amitié franco-yougoslave vire à la tragédie. L'assassin est... Il sera établi qu'il est membre de l'organisation terroriste macédonienne et que l'attaque a été commanditée par Ante Pavelić, le leader des Ustashi. Le mouvement signe là son premier fait d'horreur. L'Italie et la Hongrie seront immédiatement accusés de complicité. C'est aussi la première fois que l'assassinat d'un chef d'État est enregistré par une caméra. Et ces images feront le tour du monde. À cause de l'assassinat du roi Alexandre après 1934, le mouvement Ustashi a connu une réelle répression en Italie. Cet événement a provoqué un tollé général dans le monde entier et rendu le mouvement Ustashi très impopulaire, à l'international, mais aussi auprès du gouvernement fasciste italien. Mussolini se trouvait dans une situation assez difficile. Alors il a confiné les Ustashis sur l'île de Lipari. Ils y ont été opprimés. Ils appellent cette période le grand silence Ustashi. Il ne faisait pas beaucoup de propagande. Mussolini et son régime étaient essentiellement répressifs. Il leur disait de rester discrets. Cette popularité conduit à une première victoire politique. En 1937, l'Italie et le gouvernement yougoslave signent un accord autorisant les Ustashi en exil à rentrer au pays. Les activistes, qui ne sont pas directement liés aux actions violentes, retournent en Yougoslavie. Et la popularité du mouvement explose en Croatie. Ce ne sont plus seulement des étudiants ou des intellectuels qui se revendiquent Ustashi, mais désormais des ouvriers, des paysans et même le clergé catholique. Après l'assassinat du roi Alexandre, son cousin, le régent Paul, libéralise les institutions et accorde des élections. Le régent est plutôt sensible aux sirènes fascistes, qui lui promettent monts et merveilles. Mais son objectif est la neutralité. La question croate reste la clé de voûte de la stabilité du pays. Le régent Paul finit par accorder une large autonomie demandée par les Croates, et la Croatie en 1939 devient une région quasi autonome
appelée la Banovina croate. Vlatko Maček, le président du parti paysan croate, devient le vice-président du gouvernement du royaume. C'est le début de la fédéralisation de l'État. Et s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, le royaume de Yougoslavie serait probablement devenu une fédération, comme ce fut plus tard le cas avec la Yougoslavie de Tito. Pour le moment, les ambitions de Pavelić et du parti Ustashi semblent bien compromises. Mais la guerre qui embrase l'Europe en septembre 1939 va leur offrir un tremplin inespéré vers le pouvoir, et d'une manière un peu inattendue. L'une après l'autre, les démocraties européennes s'effondrent militairement et tombent sous le joug. Pour les Balkans, Hitler veut créer une zone stable, avec des alliés au pouvoir, et pouvoir concentrer ses forces sur la grande offensive qu'il prévoit dans l'avenir contre l'URSS. En Yougoslavie, Hitler a son pion, le régent Paul, et il lui propose de rejoindre l'Axe. Il lui promet que l'Allemagne n'a pas de visée territoriale sur la Yougoslavie. Le 25 mars 1941, c'est chose faite. Le Premier ministre yougoslave rend visite à Hitler dans sa résidence du Berghof. Il signe l'adhésion du pays à un pacte tripartite de non-agression, aux côtés de l'Italie, de l'Allemagne et du Japon. Mais aussitôt, d'immenses manifestations se déroulent à Belgrade. Plutôt la guerre que le pacte, crie la population. Ce 27 mars 1941, des généraux serbes, avec le soutien d'officiers favorables aux Alliés, organisent un coup d'État, renversent Paul et dénoncent la signature du pacte. Hitler est furieux. Il décide d'envahir la Yougoslavie. Le 6 avril, Belgrade est bombardée. L'Allemagne et ses alliés décident d'envahir la Yougoslavie. Ils déclenchent une offensive aérienne début avril 1941 et Belgrade est détruite. Belgrad ist in deutscher Hand. Der jugoslawische Staat zerschlagen. Nun ist der Krieg vollkommen. D'autres parties du pays sont également bombardées. Les armées de l'Axe envahissent la Yougoslavie. L'armée yougoslave s'effondre très vite. Et l'Axe prend le contrôle de la Yougoslavie. Les troupes allemandes entrent dans Zagreb le 10 avril 1941. Weiter nach Agram. Einmarsch in Agram. Die kroatische Bevölkerung grüßt ihre deutschen Befreier. La Yougoslavie cesse d'exister. La Serbie est occupée par l'Allemagne, la Bulgarie et la Hongrie. Les zones côtières passent sous contrôle italien. Et une nouvelle entité est créée, l'État indépendant croate, qui englobe les territoires de la Croatie et de la Bosnie. Avec cet État, Hitler satisfait les nationalistes croates, ce qui lui permet d'éviter de mobiliser trop de troupes d'occupation. Hitler propose au chef du parti des paysans croates, Vlatko Maček, de diriger ce nouvel État. Mais Maček refuse d'être la marionnette de l'Axe. Mussolini, qui se méfie des Allemands, propose alors de mettre son ami, Ante Pavelić, et ses Ustashi à la tête de cet État fantoche. La seule autre alternative au sein de l'opposition croate était le mouvement Ustashi, disposé à collaborer avec les nazis en raison de sa politique anti-serbe et du soutien du gouvernement italien. Pavelić et les Ustashi étaient un choix par défaut. Comme je l'ai dit, il n'y avait personne de démocratiquement ou politiquement légitime pour diriger ce nouvel État. Radio Zagreb. Hrvatska postaja Radio Zagreb. Le 10 avril 1941, l'État indépendant de Croatie est proclamé. À 17h45, Radio Zagreb diffuse un communiqué de Slavko Kvaternik, bras droit de Pavelić. Le dirigeant Ustashi attend le moment propice en Italie
pour revenir en Croatie. Hrvatski narode, Božja providnost I volja našeg saveznika, višestoljetna borba hrvatskoga naroda I velika požrtvovnost našeg poglavnika doktora Ante Pavelića odredili su da danas pred dan uskrsnuća Božjeg Sina uskrsne I naša nezavisna Hrvatska država. Dans la nuit du 15 au 16 avril, Ante Pavelić arrive à Zagreb. Il prend le titre de poglavnik, l'équivalent local de Führer. Et après avoir assuré Hitler de sa soumission, il devient officiellement chef du gouvernement de ce nouvel État fasciste croate. Il est accueilli en héros par la population. En mai 1941, Pavelić se rend à Rome pour signer les accords de Rome qui entérinent la cession de la Dalmatie à l'Italie. Il a été convenu que le duc italien devienne le nouveau roi Tomislav II de Croatie. Pavelić et Mussolini se connaissaient. Je pense que pour Mussolini, Pavelić était un idiot utile dont il pouvait se servir pour créer ce grand empire italien. À l'image de leurs inspirateurs fascistes, l'objectif affiché des Oustachis de créer non seulement un pays, mais surtout d'inventer une nouvelle société moderne, se solde par l'instauration d'une terrible dictature. Za sve čine cjelokupnoga činovništva I svih državnih organa ja ću nositi odgovornost pred cijelim hrvatskim narodom. Braćo Ustaše, ja vas jedino pitam, jeste li spremni dati sve I svoju krv I svoje živote? L'une des premières lois qu'ils ont créées est celle sur la défense de la nation et de l'État, qui stipulait que toute personne ayant méprisé les aspirations de la Croatie en matière d'indépendance pouvait être traduite devant un tribunal d'exception et exécutée. Le poglavnik tente de mettre en place un véritable État. Il instaure des ministères, mais son pouvoir réel est souvent limité à la capitale Zagreb. C'était d'emblée un État fantoche. Ce n'était pas réellement planifié. Il n'y avait aucune loi décrivant de manière détaillée ce que devait être la configuration et l'administration du pays. Pour se donner l'apparence de normalité, il reçoit même des étrangers, issus des pays frères de l'Axe, comme ces journalistes de l'Empire japonais, reçus à Zagreb avec tous les honneurs. Mais pendant ce temps-là, pour la population locale, de nouvelles mesures extrêmes se préparent. Le mouvement Ustashi avait mis en place des lois raciales. Il fut ordonné que les Serbes et les Juifs soient déplacés d'une partie de la ville à l'autre. Il était prévu de créer des ghettos pour séparer les populations. Les persécutions et les lois antisémites ont donc commencé quelques jours après la création de l'État. Le poglavnik recrute de nouveaux membres, forme de nouvelles milices. Elles enrôleront même dans leur rang des musulmans de Bosnie et deviendront en 1941 les supplétifs des SS. Le grand moufti de Jérusalem donne son aval à l'engagement de ces musulmans, ce qui ravit Himmler, qui pense pouvoir rallier ainsi les autres musulmans des Balkans à la Waffen-SS en misant sur leur antisémitisme. Les Oustachis partent combattre également aux côtés de la Wehrmacht contre la résistance communiste retranchée dans les montagnes de Bosnie. Les milices, lâchées dans les campagnes, commencent à exécuter les opposants, serbes, juifs, tziganes, sans vraiment de coordination, mais avec une violence inouïe. Il n'y a pas une seconde à perdre, et il y a presque une dimension sacrificielle dans le nettoyage ethnique qui commence dès la fin du mois d'avril 1941. L'objectif, parvenir à l'avènement d'une Croatie pure. La violence inouïe utilisée contre les victimes a été l'une des particularités du mouvement Ustashi. Bon nombre de mutilations
d'humiliation, de déportation, d'humiliation. Ils ne pensaient qu'à couper les doigts, les oreilles, les seins des femmes, les visages. Pourquoi ils ont fait ça? Je pense qu'il y a deux raisons à cela. L'une, tout simplement, parce que c'était les usages de la guerre. L'autre, pour différencier les Croates des Serbes. Parce que si vous y réfléchissez, ils se ressemblent. Je ne peux pas les distinguer. Alors comment faire? Démolir le corps des ennemis. Cette folie meurtrière démarre avec la connivence d'une grande partie de la population croate et surtout le soutien actif du clergé catholique. Les Allemands eux-mêmes sont frappés par l'étendue des massacres et les atrocités commises, au point de demander officiellement aux Ustachides de se calmer, notamment parce que leurs exactions poussent la population à rejoindre en masse les rangs des partisans yougoslaves. Les autorités d'occupation allemandes, en particulier les autorités italiennes, ont fait pression sur les Oustachis pour qu'ils cessent les tueries. Les journaux italiens ont publié beaucoup d'articles accablant les Oustachis, des articles très documentés sur les massacres. Ils ont mis beaucoup de pression sur Pavelić et le régime Oustachi pour que cessent ces massacres. Lors de leur rencontre en juin 1941, Hitler a mis en demeure Pavelić de résoudre le problème des Serbes dans son État indépendant. Les hommes de Pavelić mettent alors en œuvre une politique de conversion forcée à l'encontre des Serbes orthodoxes ou d'expulsion. Il y eut cette campagne de conversion massive. Ils envoyaient de jeunes prêtres très radicalisés dans les campagnes pour convertir massivement les paysans serbes au catholicisme. La cérémonie était très violente. C'était très rudimentaire. Les nouveaux convertis ne connaissaient rien à la foi catholique. Il fallait le plus de gens possible, le plus rapidement possible. C'étaient des cérémonies de masse regroupant parfois des milliers de Serbes convertis sur le champ. Pendant la cérémonie, ils étaient encerclés par la milice Oustachi armée. Ils avaient un bureau spécial dans l'État indépendant de Croatie, dédié à la destruction des monuments orthodoxes et serbes. C'était organisé de manière très méthodique. Des centaines d'églises ont été détruites. Ils ont assassiné beaucoup de prêtres orthodoxes. Les survivants ont été déportés de force en Serbie. Il n'y avait plus de prêtres orthodoxes en Croatie à la fin de l'été 1941. Pourquoi ont-ils fait cela? Ils ont incendié les églises ou les ont transformées en urinoirs ou toilettes publiques ou en dépôts militaires. Ensuite, ils ont essayé de gommer la mémoire du peuple serbe comme s'il n'avait jamais existé avant 1941. C'est pourquoi ils ont détruit les synagogues et toutes les traces de la culture juive dans la partie bosniaque de la Croatie. Ils voulaient même détruire leur souvenir d'avoir vécu ici. Le ministre Oustachi de la Culture, Mile Budak, aurait déclaré, lors d'un discours officiel, qu'un tiers des Serbes devaient être convertis, un tiers chassés de l'État indépendant croate et un tiers exterminés. C'est une phrase qui semblait résumer ce qui se passait à l'époque. En fait, pour les témoins, il semblait qu'un demi-million de personnes aient été tuées. On aurait pu dire 1 million de personnes. Un tiers expulsé, un autre tiers converti, un dernier tiers exterminé. Donc, d'une certaine manière, peu importait que ce soit dit ou pas. Cela reflétait la réalité de l'époque. Les gens sont abasourdis. De nombreux Serbes refusent de croire ce qui est en train d'arriver. Des personnes ayant perdu toute leur famille écrivent aux autorités, plaidant l'erreur. Ils écrivent à Pavelić, qui est le poglavnik, le chef suprême. Ils lui demandent comment cela peut se produire, que c'est un outrage et qu'ils savent bien qu'ils n'approuvent pas cela. Ils ne réalisent pas que la personne à qui ils écrivent est leur donateur.
Mais pendant ce temps, la vie continue presque normalement en Croatie. Les actualités croates de l'époque montrent des défilés de mode, de jolies femmes au bord de l'eau, des spectacles, des manifestations sportives. Mais en réalité, les massacres ne cessent pas. Ils diminuent juste en intensité. Les massacres visaient des régions particulières de la Bosnie et de la Croatie. Les milices qui les dirigent sont des milices établies au même titre que les escadrons de la mort, comme la Légion Noire et la garde rapprochée de Poglavnik. Ceux qui ne sont pas tués sur place sont déportés par milliers, dans des camps où ils sont créés à l'abri des regards. Près de 80 camps de concentration sont créés un peu partout dans le pays. Ce sont les seuls camps d'extermination de la Seconde Guerre mondiale qui ne seront pas gérés par des et les premiers à mettre en place une sorte de solution finale. Le tristement célèbre camp de Jasenovac aura la sombre réputation d'être le camp de la mort le plus productif, après Auschwitz et Treblinka. Ils n'avaient pas la technologie nécessaire à la construction de chambres à gaz, ni pour bâtir des camps de concentration sophistiqués. Même Jasenovac n'était pas moderne. C'était horrible et brutal. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes y ont été assassinées ou y sont mortes. Mais c'est surtout parce qu'ils ont été tués à la tâche ou alors assassinés à couteau, à coups de hache, de marteau ou d'autres objets. Ils ne sont pas tués de façon moderne. Plus de 200 à 300 000 personnes y seront exécutées, souvent simplement à l'arme blanche ou à coups de masse. Une sauvagerie qui est documentée par les Oustachis eux-mêmes. D'un point de vue anthropologique, ces mutilations peuvent être interprétées comme un moyen de priver les victimes de leur dignité, même après leur décès. Vous humiliez la personne plus encore que vous ne l'aviez déjà fait en mutilant son cadavre. Il y eut aussi des exemples très choquants de la façon dont les unités Oustachi rivalisaient entre elles, à qui collecterait le plus d'oreilles et de nez. C'était donc une forme de compétition dans l'exhibition de trophées de guerre, pour montrer le succès de cette unité-là. S'il y a bien quelque chose que les Oustachis reconnaissent, c'est qu'ils ont tout détruit et qu'ils doivent maintenant édifier un État à l'image de la Croatie qu'ils veulent avoir. Le génocide Oustachi était très flagrant. Je pense qu'une des raisons était d'envoyer un message aux Croates. Voilà ce que la société va devenir. C'est un message aux victimes. Vous n'appartenez pas à notre société et pour en être sûr, nous allons vous le montrer ouvertement. Dans son roman Caput, Curcio Malaparte, écrivain italien, apporte un témoignage en ce sens. Il raconte sa rencontre avec Ante Pavelić. Il décrit un homme pourtant d'apparence pure et tellement humaine, et qui assure que le peuple croate veut être gouverné avec bonté et justice. Dans son roman Caput, il décrit une scène où les Oustachis collectent les yeux sur des Serbes tués pour les offrir en cadeau à Pavelić. En fait, la question est de savoir si cette scène est véridique. J'ai trouvé des indices dans la littérature yougoslave des années 50 et différents exemples confirmant que ces parties du corps ont bien été collectées. Non seulement des yeux, mais aussi des oreilles et des nez. C'est un exemple très et choquant de la violence commise. À l'été 1942, une offensive se déroule dans les villages serbes du massif de Kozara.
qui est un bastion des partisans. Car ces partisans deviennent une menace de plus en plus pressante pour les Allemands. Tito, leur leader communiste, a gagné les soutiens de presque tous les groupes en Yougoslavie, de toutes les nationalités et de toutes les tendances, au nom d'une unité fraternelle pour libérer le pays. Mais face à la puissance de l'armée allemande, les partisans ne font pas encore le poids. Kozara tombe, et les Oustachis qui participent au combat déporteront près de 70 000 personnes dans le complexe des camps de Jasenovac. Parmi eux, de nombreux enfants. Beaucoup de ces enfants se sont retrouvés seuls, abandonnés aux Oustachis, leur mère ayant été envoyée dans des camps de travail forcés en Allemagne. Gazés avec le Zyklon B, fraîchement expérimenté à Auschwitz, condamnés à mourir de faim, ou tout simplement massacrés, voilà les méthodes employées par leurs bourreaux pour s'attaquer au mal à la racine. « 20 000 enfants auraient péri ainsi. » La seule lumière dans ce monde d'horreur fut l'intervention de Diana Budisavljevic, la femme d'un éminent chirurgien de Zagreb. D'origine autrichienne, elle réussit à obtenir auprès d'un capitaine de l'armée allemande une autorisation pour transférer ses enfants serbes dans des hôpitaux et instituts de Zagreb. Certains enfants seront emmenés par la suite dans le seul camp pour enfants d'Europe. Diana finit par obtenir l'autorisation de faire adopter les enfants par des familles croates et catholiques. Elle en aurait ainsi sauvé près de 8 000. Si les Oustachis sont contraints de tolérer cette action humanitaire, ils savent aussi la retourner en leur faveur. Dans les actualités cinématographiques diffusées dans les cinémas à travers le pays, ces enfants sont présentés comme des petits Croates, dont l'ennemi serbe a massacré les parents. Nedužne žrtve plaćenog neprijatelja u pomoći Hrvatskog crvenog križa osjetili su i osjećaju na svakom koraku brigu i skrb Hrvatskog crvenog križa. Radost i veselje je ušlo u srca, u ona srca koja su morala pretrpjeti i podnositi najveće zlo. Dans ces actualités cinématographiques, les Oustachis se gardent bien de parler de la réalité de leurs exactions, commises dans les camps comme celui du complexe de Jasenovac. En avril 1945, devant l'arrivée des partisans de Tito, les Oustachis démolissent les bâtiments, détruisent la documentation et achèvent les derniers survivants du camp. Voici les images que tournent les caméramans des partisans à leur arrivée aux abords de Jasenovac. Les estimations du nombre total de victimes des Oustachis varient entre 500 et 800 000 morts, dont 350 000 Serbes, 60 000 Juifs et 28 000 Tziganes. Sur 6 300 000 habitants, c'est près de 10% de la population du territoire qui est massacrée.
Mais bientôt, la guerre tourne à l'avantage des Alliés. Les mouvements de résistance se renforcent partout et gagnent du terrain, y compris en Yougoslavie. Les Alliés progressent, débarquent en Italie, en Normandie, en Provence. Et les Allemands reculent. Mais les Oustachis de l'État indépendant croate sont toujours au pouvoir. Leur sort est décidé à Yalta en février 1945. Les nouveaux maîtres du monde, Staline, Churchill et Roosevelt, décident que ce pays fantoche sera englobé dans une nouvelle Yougoslavie, dirigée par Tito, dans les frontières de l'ancien royaume yougoslave. Les dirigeants oustachis organisent une assemblée extraordinaire pour réagir aux décisions prises à Yalta. Les discours se concluent ainsi. La décision du peuple croate est claire. Nous voulons une Croatie indépendante et autonome. Ante Pavelić rejoint l'Assemblée. Ce sera sa dernière apparition publique. Selon le commentaire officiel, il déclare « Comme toujours, Belgrade veut asservir les Croates, mais l'armée croate existe pour défendre la Croatie. » En réalité, devant l'arrivée imminente des partisans, Pavelić prépare déjà sa fuite. Ces images tournées en secret dans Zagreb montrent les Oustachis qui s'enfuient. Lorsque des partisans entrent à Zagreb en mai 1945, les rues sont vides, il ne reste rien. Ce n'est plus que la coquille vide d'un pays qui a naguère existé. Mais à la chute de l'État indépendant croate, commence l'histoire de l'une des pires compromissions de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Celle qui va permettre en 1944, à l'heure de la débâcle de l'Axe, à beaucoup de criminels oustachis, et notamment leur chef, d'échapper à tout châtiment. Protégés par le Vatican et des complicités, Ante Pavelić et les cadres oustachis fuient en toute impunité et se réfugient en Amérique du Sud avec le trésor de guerre du mouvement. Un des prêtres les plus influents était Krunoslav Draganović, un proche du gouvernement oustachi. Il a contribué à l'organisation des passages qui ont permis aux dirigeants oustachis de fuir la Croatie. Krunoslav Draganović, acteur et soutien important du régime durant l'État indépendant croate, aidait depuis l'Italie les anciens oustachis à se rendre en Argentine. Il utilisait les réseaux d'exfiltration que les services de renseignement américains appelaient Ratlines pour désigner les ex-nazis, mais aussi les oustachis qui fuyaient comme des rats la justice après 1945. Pavelić était caché dans un monastère de Rome. Il semble que les gouvernements britanniques et américains étaient au courant que Pavelić était à Rome et se cachait dans un monastère. Mais ils n'ont rien fait. En revanche, soldats et cadres oustachis, qui n'ont pas les bonnes connexions, veulent se rendre avec leur famille aux Anglais. Pour cela, ils rejoignent le village de Bleiburg, à la frontière autrichienne, qui est occupé par les Britanniques. Mais les Anglais les remettent aux partisans communistes, qui exécutent sur le champ plus de 50 000 d'entre eux. Le massacre de Bleiburg est l'un des incidents les plus infâmes. De nombreux membres de l'armée oustachi, mais aussi des civils, des familles et des enfants ont cherché refuge à la frontière autrichienne, à Bleiburg. Envoyés par l'armée britannique qui leur avait promis qu'ils seraient traités correctement et humainement, ils ont été massacrés. Depuis 20 ans, de nombreux documents secrets sont déclassifiés en Europe ou aux États-Unis. Des images, des témoignages, des rapports et des notes confidentielles surgissent et posent de nouvelles questions. En effet, les services de renseignement de l'armée américaine sont au courant de la présence des chefs oustachis dans ce monastère du Vatican, à proximité de Castel Gandolfo. Ils envisagent de les capturer
puis se ravise, officiellement par peur de trop déstabiliser l'Église. Un des rapports explique « Les contacts de Pavelić sont à si haut niveau et si compromettants pour le Vatican que son extradition serait un coup de poignard pour l'Église catholique romaine. » Le Vatican a gardé le silence de nombreuses années sur les ex-nazis fuyant en Argentine, étant motivés par leur anticommunisme. Ils pensaient qu'aider les anticommunistes, comme les nazis, aiderait à contenir l'expansion du bolchevisme et du communisme jusqu'en Amérique du Sud. C'était leur principale motivation, ignorant que beaucoup d'entre eux étaient des criminels de guerre. En 1948, grâce à de faux papiers délivrés par la Croix-Rouge, Pavelić et ses hommes embarquent pour l'Argentine. L'agent de la CIA à Buenos Aires note précisément le jour de leur arrivée dans le pays et rapporte leurs moindres faits et gestes pendant les années qui suivent. Pourquoi personne ne cherche à les arrêter, à les juger? Pourquoi le gouvernement argentin de Perón leur apporte-t-il officiellement son soutien? Le fait que tant de criminels de guerre oustachi, tels que Pavelić, Eugen, Quaternic et d'autres, se soient échappés après la guerre, témoigne de l'attitude de l'Europe à l'égard des criminels. On n'oublie pas qu'après la fin de la guerre, c'est la guerre froide avec l'Union soviétique. Pourquoi ont-ils accepté autant de réfugiés provenant des pays d'obédience fasciste? Parce qu'en fin de compte, nous pensions que le communisme était une menace plus grande encore, et les gens fermaient les yeux. La plupart des organisations et des acteurs impliqués dans ces réseaux d'exfiltration étaient au courant de ce qui se passait. La Croix-Rouge, par exemple, émettait des passeports pour qui souhaitait émigrer en Argentine. Mais leur explication, après la Seconde Guerre mondiale, était « Nous en sommes conscients, mais dans la masse de réfugiés qui avaient un motif légitime, nous avions des pommes pourries. » La Croix-Rouge a présenté des excuses pour avoir été trop négligente. Mais il y avait aussi d'autres acteurs, comme le comité de réfugiés du Vatican, organisé pour chaque langue ou pays. Il y avait un comité croate, un comité germanophone. Et puis nous avions bien sûr le gouvernement argentin, satisfait de voir toutes ces agences aider les nazis et Oustachi à fuir en Argentine. Il y avait un motif idéologique à cela. Le gouvernement péroniste était anticommuniste et il y avait pénurie de travailleurs qualifiés en Argentine. Évidemment, c'était très enthousiasmant pour l'Argentine de laisser tous ces anciens militaires de bonne formation scolaire émigrer en Argentine pour moderniser le pays. Ils ont également fermé les yeux sur leur passé violent et sur le fait que la plupart d'entre eux étaient des criminels de guerre. L'impunité de Pavelić en Argentine n'en reste pas moins surprenante. Pavelić propose par exemple dans une lettre aux Nations Unies de mettre à leur service ces hommes pour se battre aux côtés des troupes de l'ONU dans leur guerre contre le communisme en Corée. La CIA est parfaitement au courant de ces rencontres et de ces liens privilégiés avec les anciens réfugiés eux aussi en Argentine. Elle identifie également les dignitaires du régime Oustachi en exil, ou d'autres soutiens à Pavelić dans les communautés croates aux États-Unis, au Canada et en Europe. Enfin, Pavelić institue en 1951 en Argentine une sorte de gouvernement croate en exil. Voici comment il s'adresse à ses partisans par radio, à l'occasion du 10e anniversaire de la création de l'État indépendant croate.
da se čim bolje i čim pospješnije spremimo za konačnu borbu i tiraniju iz domovine odstraniti, te kao i godine 1941. nezavisnu državu Hrvatsku uspostaviti. Mais personne ne bouge le moindre petit doigt, même ou surtout lorsque Tito demande l'extradition d'Ante Pavelić pour crime de guerre. Le gouvernement yougoslave organise alors des missions secrètes en Argentine pour tenter d'assassiner Pavelić. Le 9 avril 1957, dans les environs de Buenos Aires, Ante Pavelić est pour la deuxième fois victime d'un attentat, sans doute organisé par ses services secrets. L'ancien dictateur est blessé et se retrouve traqué, affaibli, découvert. Perón est parti et l'Argentine le lâche. Menacé enfin par l'extradition, Pavelić fuit pour Madrid, où l'attendent quelques soutiens indéfectibles et un gouvernement de Franco bienveillant. C'est là qu'il meurt dans la capitale espagnole le 28 décembre 1959, des suites de ses blessures. Les communiqués officiels sur la mort du Poglavnik, parus en 1960, sont édifiants. Le 27 décembre, le révérend franciscain Branko Marić lui a donné l'extrême onction. Le même jour, sa sainteté le pape Jean XXIII lui a fait parvenir sa bénédiction personnelle. De nombreux anciens dignitaires oustachis finiront leurs jours presque tranquilles. Et l'histoire des horreurs qu'ils ont perpétrées sera consciencieusement étouffée. Pour quelle raison ? Par volonté, par réalisme, idéalisme ou bêtise politique ? Difficile de trouver une réponse précise. Mais il est clair que pendant 50 ans, Tito, nouveau maître de la Yougoslavie après la guerre, a tout fait pour museler les ressentiments et tenter de construire l'unité d'un pays multinational, quitte à taire la vérité. Thank you.